Merci beaucoup, professeur Gautret. Alors, écoutez, je me demandais en fait pourquoi est-ce que le professeur Gautret m'invitait à cette discussion aujourd'hui. Et je me demandais surtout qu'est-ce que j'allais pouvoir vous dire là, en 5-10 minutes. Après avoir entendu ce que je viens d'entendre, je me demande c'est comment je vais faire pour arrêter de parler dans les 10 prochaines minutes. La première chose que je voudrais vous dire, en fait, c'est un constat que je fais aujourd'hui. Je constate que on est rendu là en ce moment à 338 participants, ce qui constitue en fait beaucoup plus de personnes que de nombre de jugements qui ont été rendus là, dans les 20 dernières années et qui citent la loi là, concernant le cadre juridique des technologies de l'information. Et de tous ces jugements-là, il y a beaucoup de jugements en fait qui découlent là, des tribunaux administratifs et il y a encore moins de jugements là, qui vraiment émanent des tribunaux judiciaires là, comme la Cour supérieure, la Cour du Québec et la Cour d'appel. L'autre chose également que je dois vous dire en commençant, c'est que, bien entendu, puisque je suis juge, j'ai un devoir de réserve qui ne me permet pas vraiment de pouvoir commenter comme peut-être je le voudrais là, les dispositions ou en fait ce qu'on pourrait faire, ce qu'on devrait faire pour modifier là, ce cadre juridique-là. Donc, bien, je vais donc retenir un peu mes commentaires là, à ce niveau-là. Sauf que avec ce que j'entends effectivement aujourd'hui, quand on revient là, sur ces principes de notion d'original, le principe d'authenticité, le principe d'intégrité des documents technologiques, je ne peux pas faire quand même autrement que de me replonger là, dans notre monde, donc dans mon monde juridique, dans mon monde de juge également, qui entend à tous les jours là, ou presque des dossiers en affaires matière civile et dans d'autres matières. Je viens de dire, comme je viens de le rappeler, il y a très, très peu de décisions, effectivement, compte tenu du nombre important de décisions qui peuvent être rendues là, dans une année. Il n'y en a quand même pas beaucoup qui viennent interpréter les notions là, découlant là, de la LCC-JTI. Et pourtant, quand on y pense, j'aimerais vraiment qu'on puisse déterminer le nombre de dossiers dans lesquels il y a des documents technologiques. D'après moi, en fait, il y a plus de 99% des dossiers qu'on entend dans lesquels on va traiter d'informations qui émanent de ce genre de documents-là. Qu'on soit en n'importe quelle matière, notamment là, en matière familiale, les dossiers qu'on entend beaucoup à la Cour supérieure, il n'y a pas aujourd'hui un dossier où est-ce qu'on ne va pas nous présenter des courriels échangés entre les parties, des pages Facebook, des échanges de textos entre les parties. Et la majorité du temps, en fait, ça ne cause aucun problème au niveau là, de l'intégrité et de l'authenticité de l'information. Il y a souvent des admissions, effectivement, qui sont faites de la part des parties que les documents qu'on a représentent la réalité ou en fait sont conformes à ce qui a été échangé entre les parties. Mais il arrive quand même toutefois, même plus fréquemment qu'on peut le penser, qu'il y a des parties là, qui ne sont pas d'accord sur les informations qui sont échangées. Peut-être que parce que j'étais en préparation de la présente conférence aujourd'hui, que c'était plus frais dans mon esprit, c'était plus présent dans mon esprit, mais j'ai remarqué dans les 2 dernières semaines, dans 2 des dossiers que j'ai entendus, en fait, effectivement, des personnes qui ont soulevé des problèmes d'authenticité et d'intégrité, notamment au niveau, dans un cas de courriel échangé entre des parties, et dans un autre cas, au niveau même de la conception d'une entente entre des parties, donc d'un contrat. Dans ces 2 dossiers-là, en aucun temps, en fait, les parties, par leur avocat, n'ont soulevé d'une façon ou d'une autre l'application de la LCC-JTI ou même, dans certains cas, là, des dispositions du Code civil du Québec là, portant sur l'administration de la preuve. Ils ont quand même trouvé là, une autre façon de me présenter le dossier pour pouvoir vraiment là, traiter là, de cette question-là.
de la question, en fait, du litige qui m'était soumis. Alors, c'est sûr que, idéalement, on aurait peut-être besoin là, de personnes comme Maître Marseille, en fait, qui devraient être dans tous nos dossiers pour venir nous expliquer les règles de procédure et les règles de preuve là, pour bien saisir les litiges. Mais souvent, donc, ça ne nous est pas présenté comme on aimerait que ça soit fait. Et ça démontre effectivement que ces règles de preuve-là, quand on parle de documents technologiques, mais que ce n'est pas encore vraiment, malgré que ça fait 20 ans là, que la loi existe, que ce n'est pas encore vraiment intégré là, dans nos mœurs et dans nos habitudes judiciaires. Le professeur Gautret parlait au début là, de sa présentation justement de ce besoin d'approbation sociale des normes. Mais, j'ai l'impression effectivement qu'au niveau technologique, puis au niveau de la preuve technologique, mais qu'on n'en est pas encore rendu là. Malgré que, ceci étant dit, en fait, ce que je constate, puis ce que je trouve vraiment intéressant au niveau de cette étude qui est faite à ce moment-ci, c'est qu'on vient d'entrer peut-être dans une que je vais qualifier d'une nouvelle ère judiciaire au Québec et qui est déclenchée, comme monsieur le ministre là, Simon Genet-Barrette nous a dit, déclenchée un peu par cette pandémie là, cette terrible pandémie même qu'on est en train de vivre en fait depuis plus d'un an et qui a nécessité, surtout notamment pour les tribunaux, parce que je parle des tribunaux parce que je suis dans ce domaine-là, mais qui a nécessité vraiment une nouvelle approche des tribunaux au niveau là, justement de l'utilisation des technologies. Avant la pandémie, il ne faut pas oublier que les tribunaux judiciaires, les tribunaux, c'est des tribunaux avec lesquels on est habitué de travailler avec le papier. Alors, peu importe en fait le format ou le support dans lequel l'information judiciaire ou juridique est transmise au tribunal, en bout de ligne, cette information-là arrive toujours devant nous sous format de papier. On retrouvera toujours l'information dans des cahiers de pièces qui sont reproduits, en fait, en format papier. Et c'est ce qu'on retrouve devant nous dans la majorité des cas. C'est vrai que dans des plus grands dossiers, des dossiers de plus importants, on peut retrouver des informations qui vont être reproduites dans un format numérique quelconque. Mais généralement, tout ça est reproduit sous format papier. Et j'ai l'impression, des fois, qu'on oublie justement que cette information-là, elle a été conservé là, dans d'autres formats, sous d'autres supports, qu'il y a eu effectivement des copies, qu'il y a eu des transformations, des transferts d'informations, et on l'oublie. Mais avec la pandémie, pour revenir à cette idée-là, avec la pandémie qu'on est en train de vivre, les tribunaux ont trouvé des nouvelles façons de recevoir l'information. Je vous dirais qu'au mois de mars dernier, mars-avril, quand on était dans la situation où est-ce que les parties ne pouvaient même plus déposer de papier à la cour, on ne pouvait plus échanger de papier à un certain moment donné, mais on s'est rendu compte, on a demandé aux avocats de nous envoyer les procédures, avant d'entendre les procédures urgentes, là, de nous les envoyer sous format numérique, donc par courriel. Et on a pris comme conscience que les documents technologiques pouvaient être sous un autre format, en fait, que le papier. Et ça nous permet, là, justement, d'apprivoiser un peu plus là, le domaine technologique et de nous amener à nous poser comme juge là, différentes, en fait, d'autres questions, de voir, en fait, cette information juridique-là sous un autre angle. La pandémie également a fait en sorte qu'on a commencé effectivement à utiliser la technologie, comme je disais, notamment pour les audiences. On a plusieurs quand même avocats là, dans l'auditoire aujourd'hui. Et si vous faites des représentations à la Cour, vous avez vu que là, il y a de plus en plus d'audiences qui se font à distance là, par Teams, notamment là, au Québec. Donc, l'information juridique, effectivement, est en train de changer. Et ceci, en plus, s'inscrit dans le cadre d'un plan, d'un projet là, du ministère de la Justice ou du gouvernement de moderniser et de transformer le système de justice au Québec.
Pour ceux qui sont au courant, en fait, d'ici les 2, 3, 4 prochaines années, il y aura intégration d'un projet qui est appelé le projet Lexus et qui fera en sorte, en fait, que l'idée derrière ça, c'est que tout le système de justice va être transformé de manière à ce que on puisse vraiment s'en aller vers un système à 100% technologique, en fait. On a l'idée est de faire en sorte qu'il y aura des greffes purement technologiques qui va pouvoir permettre le dépôt des procédures et des pièces. Et à ce moment-là, les pièces, au lieu d'avoir des pièces reproduites en papier, le juge va pouvoir avoir accès vraiment aux pièces dans leur format un peu plus, beaucoup plus numérique. Et c'est dans cette transformation-là, en fait, que s'inscrivent d'ailleurs les travaux qui sont dirigés par le professeur Gautret et qui va peut-être effectivement nous amener à pouvoir voir des pistes de solutions plus concrètes et plus faciles peut-être d'approche pour l'étude des questions de recevabilité de la preuve en matière technologique. Un autre exemple qui me fait penser qu'on est à l'aube justement de cette nouvelle prise de conscience de la part des tribunaux, c'est le fait que depuis très peu de temps, même tous les juges maintenant ont reçu leur certification de signature numérique. Alors, tous les juges à qui vous parlez au Québec, maintenant, on a tous dans notre boîte à outils technologiques cette signature numérique-là. Peut-être que vous n'avez pas vu beaucoup de jugements encore qui sont signés numériquement, mais c'est possible de le faire. Je m'engage même moi-même personnellement à commencer à utiliser ma signature numérique probablement d'ici les prochains jugements que je vais rendre. Mais ceci pour dire que ça aussi, c'est un autre concept que le juge va devoir utiliser, c'est-à-dire cette signature numérique-là avec toutes les questions qui découlent de cette signature, donc dans son intégrité, dans sa certification, dans la façon dont elle va être conçue, puis dans la façon dont elle va être gérée également et son approche. Alors, tout ça pour dire en fait que ces concepts technologiques-là commencent vraiment à s'intégrer de façon concrète dans le quotidien des tribunaux, dans le quotidien du juge. Et j'ai l'impression que à partir de ça, que peut-être que on va de façon commune au niveau de la communauté juridique à voir un intérêt beaucoup plus marqué pour la compréhension de tous ces concepts un peu, j'utilise le mot ésotérique que nous a apporté la loi il y a même 20 ans, mais que là, on va devoir un peu plus être obligé vraiment de s'y attarder et de répondre aux multiples questions qui sont posées de façon un peu plus théorique aujourd'hui. Mais je suis convaincu, et tout ça pour dire en fait en conclusion, que je suis convaincu que dans ce contexte-là, d'ici peu ou d'ici les prochaines années, eh bien, il y aura certainement un de mes collègues qui aura à répondre à la question qui est qu'est-ce qu'un original, et avec les travaux qui sont faits, que vous faites, et les travaux que le comité pourra faire, on aura peut-être un peu plus d'outils nous permettant de pouvoir répondre à cette question fort compliquée, bien entendu. Alors, merci beaucoup.